Je vais vous soumettre une réflexion que j'ai menée à partir du concept de corps utopique posé par Michel Foucault en 1967 à l'occasion d'une conférence radiophonique. Et il commence en effet à décrire les qualités paradoxales du corps dans son rapport à l'espace avec ce concept de corps utopique. Utopie, utopie étymologiquement, donc ce qui n'existe en aucun lieu, ce qui n'est nulle part, et en effet pour le corps, voilà un paradoxe. Selon lui, donc, ce paradoxe tient au fait que d'une part, rien n'est plus évident que le corps. En effet, il dit que c'est un boulet, un lieu auquel il ne nous est jamais donné de sortir, un lieu auquel l'existence nous ramène, nous condamne, semble-t-il. Et puis, par ailleurs, soutient Foucault, le corps est aussi capable de se soumettre au lieu, de se soustraire, au lieu, de nier son inscription dans un espace. Ce qui le rend utopique, donc, c'est que l'on cherche à s'en défaire par des utopies. Et il entend par là des rêves, des projets, des fantasmes, des désirs. L'idée de l'âme, le royaume des morts sont également des constructions humaines pour échapper au corps. Plus que les découvertes techniques qui cherchent à conjurer le sort justement d'un corps soumis à la gravité, l'art, la poésie, offre des corps détachés, des corps sans amarre, flottants, désertés, quelquefois des images de corps qui sont non investis d'une présence, des corps pour corps en définitive, corps pour corps en définitive, non pas des cadavres, loin de là, mais des corps abandonnés. Il fait également appel à l'idée qu'a soulevée Sarah ce matin de l'acte de faire l'amour, qui est le moment pour Foucault, d'après lui, où le corps apaise sa plus fantasmatique utopie, c'est-à-dire que d'une part, l'acte en lui-même permet de sortir de ses limites et de jouir d'être précisément ramené à la réalité, à la pesanteur d'un corps ici, dit-il. Alors cet exemple de Sainte Thérèse est simplement là parce qu'elle illustre fort bien l'imbrication de la sensibilité religieuse à la sensibilité esthétique, sensible, voire érotique. Beaucoup d'observateurs ont analysé cette œuvre et l'ont signalé. Il y a là une connexion qui s'opère entre l'extase mystique et l'extase de l'amour profane, qui est figurée par la présence de l'ange et de sa flèche bien orientée, à partir justement d'un corps qui est porté par les nuées. D'autre part, l'histoire de l'art, bien sûr, va foisonner en propositions de corps en ascension. Celui-ci, par exemple, parmi d'autres exemples multiples, l'ascension de la Vierge est toujours spectaculaire dans ces années-là. Marie est appelée au royaume des cieux après sa mort, corps et âme, dit le texte. Ce sont des figures d'élévation vers les cieux qui vont traduire, bien sûr, l'élan qui s'appuie sur la croyance selon laquelle le corps peut léviter à force d'exercices spirituels, il peut se comporter en esprit, semble-t-il, dépasser la basse condition humaine pour justement transmuer, la dépasser par le haut, et tendre à une pure spiritualité. Alors les cieux se fissurent, ils se dégagent en une trouée de nuages et ils s'ouvrent pour accueillir le Saint qui est représenté de corps. Le monde d'en haut va garder néanmoins tout son mystère. Ce n'est pas ce n'est pas plutôt d'avoir adopté le ciel bleu et nuageux à la Renaissance contre les fonds dorés impénétrables du Moyen-Âge qui permet une plus claire description de ce monde-là, surprenant et sans aucune mesure pour le commun des mortels. Avant, au Moyen-Âge, les chrétiens tiennent leurs tableaux pour des offrandes, ce sont des objets de prière, et il a fallu ce qu'on peut appeler le péché florentin, c'est-à-dire la perspective, pour faire de la peinture un objet du regard, pour changer justement les apparitions en apparence, pour faire passer finalement la présence en représentation. Quand le Tintoret, au XVIe siècle, à ce moment-là, arrive sur la scène de l'art, la métamorphose a eu lieu, le paradis est déjà perdu.
l'artiste grandit d'ailleurs sous la dictature du relativisme. Au seul de nos 5 sens qui s'occupent encore d'elle, la vue, la peinture va offrir des vues cavalières. Elle prend en instantané, en quelque sorte, des fuites ou des plongées. Et si avec le Tintoret on lève la tête, c'est plutôt pour retrouver au ciel un souvenir d'enfance. Mais la peinture, la peinture du Tintoret ramène ce souvenir sur terre. L'esprit descend de son siège abstrait pour s'incarner dans l'organisme des corps et conditionner les sens. À côté de ces figures de corps spirituels, entre guillemets, la peinture livre des corps profanes. Selon Galilée, au XVIe siècle, puis Newton au XVIIe, le poids d'un corps est visible. J'aime bien cette idée que finalement nos yeux soupèsent, on pourrait dire. Et par lignes ondulantes, les figures qui glissent dans le sommeil attisent l'énigme de l'absence, de l'abandon dans lequel le sommeil plonge l'individu dessaisi de contrôle. Le dualisme va opérer ses effets les plus poétiques. Le corps et l'esprit sont compris comme distincts. En ce temps, Descartes, au XVIIe, considérait l'âme comme une substance pensante et le corps comme une substance étendue, qui s'étend dans l'espace. En témoignent alors ces représentations de corps allongés, endormis, montrés en leur langueur, des visions qui insufflent à l'abandon du corps un poids. Son affaissement, comme aspiré par l'attraction terrestre, va générer des postures relâchées. Vous voyez là le bras pendant, le cou tordu, enveloppé, captif évidemment par la profondeur d'un sommeil plombant. Ce que je suis, dit Descartes, c'est une chose qui pense. Et à contrepoint, Foucault attribue cela à l'action du corps et non de la pensée. Le corps est, je le cite, ce petit noyau utopique à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine. Et selon lui, le corps a en effet une puissance de soustraction à une réalité donnée par le biais de laquelle on a sur elle un pouvoir ainsi qu'un certain poids. Mon corps, dit-il encore, n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels et utopiques. C'est en quoi le corps endormi, encore ici visible chez Fuseli, peut s'alléger de rêves, être dans un état ambivalent qui tienne du jour et de la nuit, de la réalité, de l'imaginaire. Il se peut que la corporalité de la figure du dormeur s'exalte en figure immatérielle, libérée. Mais nous reprenons progressivement possession du territoire de la chambre au réveil. Nous ne sommes pas que rêve ou utopie, comme l'insinue Foucault à un moment de sa réflexion. Si les cieux se sont éteints au cours des siècles, des figures résurgentes occupent la scène contemporaine. Les artistes restent aujourd'hui habités par la dialectique corps-esprit, mise admirablement en tension par le problème que Foucault fait émerger, il me semble, avec le corps utopique. Il stipule encore que le corps est tout à la fois matériel et spirituel, inerte et vivant, intérieur et extérieur, ou encore ici et ailleurs. Certaines œuvres lyriques de la scène de l'art contemporain nous offrent des corps sans raison, sans ancrage, livrés au flux, au déplacement, semblant habiter entre deux espaces, des corps indépendants, disons des corps ni Dieu ni maître. Leur posture renie les données physiques et topographiques pour en déjouer, voire en renier la stabilité, la gravité. Outre la légèreté, qui fut bien sûr de tout temps un objet de recherche assidu en art, beaucoup d'œuvres vont exprimer les tensions entre les forces divergentes. Le corporel est alors en lutte contre ses limites. Donc je vais procéder par typologie thématique, mais sans être exhaustive évidemment. J'ai choisi le flottement, le suspens, la glisse. Et ainsi, à partir de là, j'espère mettre au jour quelques figures qui relèvent le défi de la déposition des corps qui ne touchent pas terre, littéralement,
Comment ces œuvres appellent-elles à penser justement le corps utopique, c'est-à-dire qu'il n'appartient à nulle part, hein. Quels sont les moyens, les enjeux esthétiques de cette déposition? Quel nouveau rapport singulier à l'espace concret et contraignant cela engage-t-il? Et quelle dimension politique se trouve donc abordée? Flottement. L'eau provoque à elle seule le flottement, hein, qui est l'état d'un objet qui ondule calmement sous l'effet des sensibles mouvements d'un liquide. Flottement, ondulation, donc, sont au cœur de la série des œuvres, par exemple, de Angeleccia. Je choisis à titre exemplaire, hein, mais on pourrait en trouver davantage. Il a, au cours de cette série, filmé des corps de jeunes femmes immergées. Et Angeleccia fait ainsi de l'image une onde, une ondine, une naïade, hein, évidemment. Tout en offrant la volupté de l'abandon, il accuse une dimension inquiétante à l'image. Si on prête à certaines eaux des pouvoirs, des vertus guérisseuses ou miraculeuses, l'homme y soupçonne aussi un côté obscur, puisque l'eau évoque la figure d'un autre monde mystérieux, inconnu, voire dangereux, mortel, hein, traditionnellement. Donc à Nantes, Nymphéa, la pièce de Angeleccia, envoûte le passant qui est invité à la rejoindre, en même temps qu'elle paraît captive des tréfonds qu'elle habite. L'image est visible, donc, comme vous le voyez à un moment, du haut d'un pont, hein, qui traverse un canal. La double présence de l'eau, à la fois dans l'image, mais également comme support de l'image, produit en plus un effet littéralement troublant. L'artiste tire de l'eau, de ses propriétés, de grands effets esthétiques, hein, c'est tout à fait notable, mais toujours sur le mode de l'épure. La transparence, l'ondoiement de l'image comme une photographie plongée dans son bain de révélation, et puis son impossible ou progressive mise au net, traduisent la mise en abîme de l'image elle-même, outre le corps, bien sûr, qui est immergé, flottant, le sens lui-même est en flottement. La séquence tourne en boucle, hein, donc nous avons un motif qui est celui de la répétition. Inlassablement, en effet, les mêmes mouvements vont revenir, le même regard, la même tension entre la proximité et la distance. Le corps se détache aussi sur un fond d'irréel par le pouvoir de l'eau. Il devient abstrait et dessine donc en creux, dans les mouvements d'une rivière ou d'une mer virtuelle, la figure d'une apparition. Tout aussi... on pourrait regarder un peu plus longtemps, mais tout aussi ambivalente chez Bill Viola, artiste américain né en 1951, l'eau marie la vie à la mort. D'une part, elle emporte les âmes chez Bill Viola, d'autre part, c'est un élément matriciel, source de vie. Cet artiste se réclame dans l'affiliation des grands maîtres de la peinture occidentale, à partir desquels il réalise des œuvres empreintes de mysticisme, et il aborde ainsi des grandes questions métaphysiques où le corps transcende, les corps plutôt transcendent leur humanité. Ce sont des corps fantômes chez Bill Viola qui se détachent sur un fond noir, profond, inquiétant, et où se jouent donc des scènes inspirées de la Bible ou de la mythologie. Et par des installations vidéographiques de très grande envergure, avec des moyens techniques et humains très poussés, Bill Viola va conjuguer tous les ingrédients qui firent leur preuve et qui fascinent dans le domaine des arts visuels, en accordant donc à l'espace une forte influence. D'abord l'obscurité de la salle, hein, que vous avez vu précédemment, la taille des écrans, les effets sonores, et puis bien sûr l'immersion du spectateur dans cet environnement immersif. De plus, ces tableaux animés adoptent le ralenti, qui va épingler la scène du côté de l'irréel, hein, véritablement. Il permet de saisir le ralenti au plus près un rythme ténu, celui de la respiration, le développement d'un geste, et assurer donc toute une concentration maximale sur ce qu'il est en train d'advenir dans l'image. Bill Viola va filmer ainsi par le ralenti, le choix du ralenti,
le temps, en insufflant donc une expérience singulière de la durée. C'est une durée qui dure, comme chez Angeleccia, par la mise en boucle de la scène, où là encore la répétition extrait le motif temporel du réel, mais c'est un extrait qui est sans histoire, qui crée une forme autonome, sans passé, sans avenir. C'est une forme sans ancrage. Ainsi, on ne sait jamais si les êtres flottants de Bill Viola sont morts, endormis ou vivants. Les corps surgissent, on ne sait d'où, ils traversent des zones humides, ils échappent aux lois, flottant, transcendant nos repères, s'effacent puis réapparaissent. Et c'est un processus de passage comme ça, peut-être entre la vie et la mort, qui permet d'appréhender du temps l'idée d'un milieu, donc un temps milieu, disons, conditionné par le mouvement lent, extrêmement lent des images et le travail de la répétition. En mettant en jeu les limites de la visibilité, Gilles Delmas, qui est un jeune artiste français, explore les limites de la vision en recourant au flou comme valeur esthétique. Le flou, donc. Cette série photographique qui s'intitule Hétérotopie fait directement référence au concept de Michel Foucault, où le philosophe définit sous ce terme des lieux hors système et hors flux habituel, donc hors espace habituel et hors temps habituel. Bien qu'effectivement réels, les hétérotopies sont irréelles aussi par le même temps. Ce sont, dit-il, des sortes de contre-emplacements. Les hétérotopies peuvent être, il prend des exemples très simples et familiers, des hôpitaux, des prisons, des maisons de retraite, des maisons de repos, des cimetières, mais aussi le théâtre, le cinéma, le jardin. Autant d'endroits où nous avons certainement tous ressenti la singularité du temps et de l'espace. Ce sont des lieux, des espaces qui sont hors, finalement, flux habituel. Malgré donc leur réalité, la réalité de ces lieux, le temps et l'espace y demeurent un peu suspendus. Le principe du miroir, avec lequel Gilles Delmas a d'ailleurs fait évoluer ses modèles pour cette série, Hétérotopie, le miroir donc génère lui aussi une hétérotopie que Foucault explique ainsi. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface. Je suis là-bas, là où je ne suis pas. Une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis absent. Utopie du miroir. Mais c'est également une hétérotopie, dans la mesure où le miroir existe réellement, et où il a, sur la place que j'occupe, une sorte d'effet en retour. Il rend cette place que j'occupe, au moment où je me regarde dans la glace, à la fois absolument réelle, on ne doute jamais de l'image du miroir, en liaison avec tout l'espace qui l'entoure, et absolument irréelle, puisqu'elle est obligée, pour être perçue, de passer par ce point virtuel qui est là-bas. Les images de la série de Gilles Delmas, voici une seconde, articulent et orchestrent ce jeu d'être ici et là. D'échapper, en fait, c'est un jeu qui permet d'échapper à un seul et unique lieu. Et elle tente de saisir cet étonnant état d'être des corps dissolus, finalement, dans l'écart entre l'ici et le là-bas. Il est essentiel d'insister quand même sur les moyens de cette visualisation de l'écart que Gilles Delmas met en jeu entre l'ici et l'ailleurs, là-bas, là ou l'ailleurs, du corps utopique finalement, pour revenir sur Foucault. Gilles Delmas rajoute précisément à cette confusion l'usage du flou. Et ce serait c'est une manière de nous confronter à l'opacité du visible. On pourrait parler bien sûr longtemps de la poétique du flou, qui est déclencheur d'émotions. En tant qu'opérateur plastique aussi, le flou va troubler les frontières temporelles et spatiales, et il ouvre vers l'infini des possibles, évidemment.
Et ici, par son entremise, la dissolution du sujet dans l'espace recoupe de profondes interrogations sur sa véritable place. Le flou parachève en quelque sorte l'incertitude face à la réalité de l'être à l'espace. Si l'espace s'engendre, disons, dans la relation, c'est-à-dire dans l'écart entre l'ici de mon corps et l'ailleurs de mon corps, ses désirs, ses projets, ses regrets, ses utopies, etc., le corps n'est donc pas exactement dans l'espace. Pour Foucault, il est plutôt, le corps, un point zéro, en amont et en aval de tous les lieux, de tous les possibles, de toute réalité, un point zéro. Comme le montrent les images de Gilles Delmas en quelque sorte. Le corps, c'est une expérience infinie, un vécu sans fixité, sans contour, une énigme aussi sans repère. Le corps crée l'espace, parce qu'il n'est pas seulement ici et ailleurs, mais d'abord et avant tout, il est nulle part, dans la logique du corps utopique. Des effets de cette indétermination exhibent des corps utopiques en apesanteur, mis en suspens. Donc je propose de regarder pour cela le travail de Denis Darzac. L'apesanteur est mise donc en scène par l'artiste français né en 1961. Sa série photographique qui s'appelle La Chute montre des corps de jeunes danseurs amateurs de hip-hop et de danse contemporaine qui se livrent donc à des motifs de cabrioles, de sauts, de chutes, à même le bitume dans la rue. Et particulièrement, ce sont des jeunes danseurs amateurs, donc issus de banlieues parisiennes. La photographie saisit évidemment l'instant du retournement du corps qui fait figure, et elle accomplit magistralement finalement le fameux « ça a été » de Roland Barthes. La photographie, bien sûr, la photographie dans ce cas-là, évidemment, comme précédemment, la vidéographie, évidemment. Tout en insufflant finalement une autre temporalité autre. Des corps utopiques, nous passons en quelque sorte à des images atemporelles. Non plus inscrites dans ce qui fut au passé, ni même préfigurant ou préjugeant d'un advenir, la chute finale évidemment de la figure exécutée, qui serait ce qui advient après, mais plutôt par cette force de l'image, la rencontre de l'événement qui fait image. Qu'est-ce qui fait image ici? C'est justement le suspens, la mise en suspens du corps, et non pas ce qui vient après. Les corps en suspens témoignent d'une extraordinaire énergie qui est mise au profit d'une créativité illimitée de posture et d'être dans le monde. Énergie, poussée, bascule des perspectives, équilibre précaire. Et dans la mesure où le suspens prive les corps de leur ancrage, ils ne sont nulle part. L'image de leur déposition est infiniment dramatique, elle acquiert cette dimension dramatique que je pousserai même vers le sublime. Il faut préciser que l'artiste réalise ses photographies dans une relation étroite avec les modèles, auxquels il demande donc de réaliser des figures, et ces photos vont témoigner justement d'instants, dit-il, ayant réellement existé, sans trucage ni manipulation, explique Darzac, dans une volonté d'être en réalité véritablement photographe argentique traditionnel, dans cette tradition de la création d'images. D'autre part, ces photographies s'exposent dans le contexte de la crise des banlieues en France en 2005. Ainsi, ce sont des images doublement politiques, je dirais. D'une part, il y a un parti pris protocolaire délibéré d'une pratique traditionnelle de la photographie, conduit en direct avec des modèles, donc on est dans dans ce choix délibéré protocolaire. Et puis, doublement politique, puisque d'autre part, il y a là un positionnement idéologique quant au désœuvrement de ces jeunes de banlieue désabusés qui vont inventer de nouvelles manières d'être dans le monde, propulsés d'ailleurs dans un monde qui leur est étranger, qui semble ne pas vouloir d'eux, en tout cas ils ressentent cette césure très fortement. Outre ces considérations politiques inquiètes, la force des images produites tient chez Denis Darzac justement au choix de l'arrêt sur image,
où le suspens ne préfigure pas de la suite incertaine, même si on n'est pas dupe quant à la chute qui est annoncée. Mais nous le savons, ces exercices de gravitation appellent une stricte discipline, ils sont maîtrisés. Et d'ailleurs, cela signifierait-il que l'homme parachuté dans la société apprend à contrôler sa trajectoire, mais il y a bien le sublime du suspens, dans le sens de l'esthétique du sublime, sa dramaturgie qui va stopper l'anxiété qui se dégage du mystère que nous offrent ces images de corps envolés, en lévitation, devant des rez-de-chaussée d'immeubles emmurés austères. Pour appuyer la dimension politique de cette déposition des corps, en quelque sorte, et dans cette suite logique de figures acrobatiques des danseurs, la glisse comme attitude et mode de vie pour certains se prête parfaitement à une vision transversale, disons, de la question du rapport dissolu entre corps et espace contemporain. Distincte des hautes sphères, la glissade donc a la particularité de se décliner à l'horizontale. Le skateboard va investir la scène de l'art contemporain depuis les années 90, et en France, Raphaël Zarka, qui est un jeune artiste né en 1979 et l'un des premiers artistes d'ailleurs skater lui-même, à avoir analysé le rapport des skateurs urbains à l'espace public. Et il va souligner dans des écrits théoriques qu'il a publiés la manière qu'ils ont d'opérer, dit-il, une espèce de montage parmi la diversité de matières et de formes offertes par la ville. C'est-à-dire qu'il y a une véritable création, pense-t-il, des skaters dans l'espace urbain. Riding Modern Art donc est une suite photographique où s'établit le lien, assez incongru d'ailleurs, entre la pratique du skateboard et les sculptures minimales des années 60-70 qui sont installées dans les villes occidentales à travers le monde et qui se deviennent des terrains d'expérimentation, des terrains de jeu pour les skaters. L'artiste relève qu'elles sont souvent utilisées, ces sculptures, comme des supports pour les mouvements des skaters. Il couple cette pratique de rue à l'art moderne, et Zarka ne fait là finalement par ses photographies que pointer un phénomène, en dépit bien sûr du vandalisme que cela induit, mais bon, c'est pas notre sujet. Mais il souligne aussi, je le cite, le dynamisme implicite d'un grand nombre de sculptures modernes. Puisque la variété des mouvements suggérés par la forme de la sculpture pratiquée déclenche en fait des mouvements et des pratiques originales. Sa série comporte 11 photographies, donc voici le mode d'exposition de ce travail. 11 photographies encadrées et puis une sculpture monochrome y a été associée à l'occasion de la Biennale de Lyon de 2007. Cette sculpture que l'artiste a choisie est une sculpture d'une artiste polonaise d'avant-garde de la collection des musées, du musée de Lyon, de Katarzyna Kobro, 1928, qui est, elle, présentée sur le socle à l'avant. L'ensemble constitue donc plus ou moins un ready-made achevé, une mise en relation, en tout cas forte et déterminée de formes simples, valorisées par la pratique de la glisse. Une autre forme ouverte, cette glisse, forme ouverte, je dirais, délocalisée du corps dans sa relation à l'espace. La suspension de l'action, saisie par la photographie, vient s'entrechoquer en quelque sorte à la grandeur un peu fanée des sculptures modernes, monumentales, immobiles dans la ville. Mais les gestes alertes, maîtrisés des skaters viennent aussi rejouer le geste sculptural, puisque, comme Raphaël Zarka le signale, toutes ces envolées, finalement, ces gestes suggérés par la sculpture elle-même, même dans son immobilité, génèrent donc une grande diversité de formes et de gestes. Donc, à leur insu, sans doute, les skaters viennent d'une part, par l'acte un peu de vandalisme, déstabiliser les formes, et en même temps, ils les redessinent, puisqu'ils les soulignent à leurs gestes, à leur corps, par leur corps glissant,
Ils viennent ainsi redessiner la sculpture. La glissade est une manière douce et fugace d'une expérience esthétique entière, finalement, au dire même de Raphaël Zarka. C'est une expérience esthétique que de glisser dans la ville. Le corps est porté, il est propulsé pendant la glisse, à la glisse, et il est entièrement dessaisi de son ancrage ici, pour filer vers son ailleurs, en quelque sorte. Le corps glissant est un corps continuellement absent de lui-même, utopique peut-être par excellence, puisqu'il fuit à la conquête de potentiels donc transversaux. J'en suis à ma conclusion. C'est bien. En 2006, Kersten Höller va investir la Turbine Hall de la Tate Moderne de Londres avec 5 toboggans, comme vous le voyez là, des toboggans en verre et acier qui sont praticables par les visiteurs. Dans un esprit d'apparence assez ludique, donc le projet de l'artiste vise à augmenter les interconnexions spatiales du lieu et à favoriser donc les aspirations psychologiques des usagers vers une plus grande flexibilité d'esprit et de corps finalement, puisque l'on pouvait passer d'un niveau à l'autre du lieu par les toboggans de Höller. Glisser susciterait un bien-être agrémenté de plaisir qui optimiserait les facultés mentales et en stimulant l'ouverture sur le monde. Et en effet, la glissade est un moteur de déstabilisation. Bien sûr, elle sollicite de nombreux sens, dont une dose d'adrénaline à ce niveau d'expérience, et elle désamorce très certainement de nombreuses peurs, ou réduisent en tout cas, pense Kersten Höller, peut-être réduction de stress. Quand la glisse insuffle une forme diluée, où le corps donc traverse à l'horizontale, alors c'est moins ici horizontal que vertical, mais enfin il y a quand même l'horizontalité qui est convoquée, dans la logique de l'ère des flux et des mises en réseau, elle impose aussi le mouvement contre la stabilité, donc l'échange contre la propriété. On est dans une figure, la glisse, qui favorise finalement l'échange, la connexion, la rencontre, et donc qui s'impose contre la rigidité du monde et de l'esprit. Toutes les pratiques artistiques que j'ai donc considérées ici relèvent bien le défi de la déposition des corps que je propose comme formule dans un rapport dissolu à l'espace. Interroger ce rapport dissolu suppose d'observer bien sûr ces représentations de corps libres, flottants, en suspension ou glissants, utopiques donc parce que désirants, comme des modèles mis en tension. Ce sont des modèles du passage, des figures mobiles où les corps se mesurent à l'espace sans y prendre place. Ils manifestent le mouvoir, des états de présence, d'absence ou de disparition qui les situent dans des espaces équivoques. Donc cet ensemble de propositions artistiques invite peut-être à appréhender la réalité d'un espace autre, entre deux, à l'interstice du temps, du mouvement, un emplacement sans lieu réel, comme le dit Foucault, des utopies. Voilà, merci.